Correction de l'activité sur la dissolution de solides dans des solvants. Avec une première partie, quel soluté pour quel solvant? On réalise des expériences de dissolution du chlorure de sodium puis du saccharose. Donc le chlorure de sodium c'est le sel de cuisine, le saccharose c'est du sucre. Déjà une dissolution dans le solvant eau et ensuite dans le solvant cyclohexane. Concernant le chlorure de sodium, il se dissout très bien dans l'eau. Pour le saccharose, c'est la même chose. Par contre, le chlorure de sodium ne se dissout pas dans le cyclohexane et le saccharose ne se dissout pas ou alors très peu dans le solvant cyclohexane. Préciser la nature de chaque solvant utilisé. Alors dans le cas du solvant eau, la molécule d'eau peut être représentée par la géométrie coudée. L'eau, l'atome d'oxygène qui est présent est très électronégatif par rapport aux atomes d'hydrogène. Il va donc attirer les électrons des doublets liants ou liaisons covalentes, apparition d'une charge partielle de delta- au niveau de l'atome d'oxygène. Par contre, pour chaque atome d'hydrogène, on aura une charge partielle delta+. Pour définir si une molécule est polaire ou non, il faut voir si les barycentres des charges partielles positives et négatives ne coïncident pas. Alors, pour l'atome d'oxygène, il n'y a que lui qui a une charge partielle négative, donc le barycentre des charges négatives se résume au niveau de l'atome d'oxygène avec G-. En ce qui concerne le barycentre des charges partielles positives, d'un point de vue géométrique, on va tracer le segment entre les centres des deux atomes d'hydrogène et le barycentre des charges partielles positives se situe au milieu de ce segment. On se rend compte que les deux barycentres ne coïncident pas, la molécule est donc polaire, ou encore c'est un solvant polaire. Pour le cyclohexane, il n'est constitué que d'atomes de carbone et d'hydrogène, très peu d'électronégativité, de différence d'électronégativité entre ces deux atomes. Les liaisons ne seront pas polarisées, il n'y a pas apparition de charge partielle, ni delta+, ni delta-. Donc la molécule est forcément apolaire, et donc le solvant apolaire aussi. On demande maintenant d'expliquer la solubilité d'un type de soluté dans un solvant. On peut prendre aussi l'exemple du diode, qui a pour formule développée II. Alors, ce n'est pas le schéma de Lewis qui est représenté, parce qu'on n'a pas mis en évidence les doublets non liants présents au niveau de chaque atome diode. Mais ici, on n'en a pas besoin. Alors, deux atomes identiques, ça veut dire pas de différence d'électronégativité, forcément, la molécule est apolaire. La molécule est apolaire, et on nous indique que le diode est soluble dans un solvant apolaire. Donc, par rapport à cette information-là, plus les résultats d'expérience, on va pouvoir justifier la solubilité d'un type de soluté dans un type de solvant. Alors, en ce qui concerne le chlorure de sodium, c'est un composé ionique. Ça veut dire que c'est un cristal qui est constitué d'un assemblage de cations et d'anions. L'ion sodium, Na+, et l'ion chlorure, Cl-. Et le chlorure de sodium, on a mis en évidence qu'il était soluble dans un solvant polaire, notamment le solvant eau. Le saccharose, lui, est constitué de carbone d'hydrogène, mais il y a aussi beaucoup, par l'intermédiaire de ce modèle éclaté, beaucoup d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et donc, il y a forcément beaucoup de liaisons OH. Différence d'électronégativité importante entre ces deux atomes, les liaisons OH seront polarisées. On pourra mettre en évidence des charges partielles delta+, delta- au niveau de chaque liaison OH. Par l'intermédiaire de cette géométrie, on peut se rendre compte que vraisemblablement, les barycentres des charges positives ne seront pas confondus avec les barycentres des charges négatives. Donc, la molécule, vraisemblablement, est polaire. Et le saccharose est soluble aussi dans l'eau, qui est un solvant polaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Un composé ionique ou une molécule polaire sera en général très bien soluble dans un solvant polaire. Par contre, un composé apolaire sera lui plutôt soluble dans un solvant apolaire. En clair, en général, les composés ou les molécules sont solubles dans un solvant
qui lui ressemble. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça au niveau d'interaction entre les entités chimiques des solutés et des solvants? Alors, en ce qui concerne les composés ioniques, on peut mettre en évidence des interactions électrostatiques qui vont se créer entre les charges plus et les charges moins des différents composés. Donc, au niveau du soluté, on a des charges positives et négatives, comme c'est un assemblage de cations ou d'anions. Et au niveau du solvant, comme c'est une molécule polaire, on a apparition de charges delta plus et delta moins. Il y aura donc des interactions électrostatiques entre les plus et delta moins, ou entre les moins et delta plus. Pour les solutés polaires, ils sont solubles dans les solvants polaires, cette fois-ci grâce à des interactions type de Van der Waals, ou encore grâce aussi à des ponts hydrogènes qui peuvent s'établir lorsque dans les molécules il y a présence de H d'atomes d'hydrogène avec une charge partielle delta plus. Avec les solutés apolaires, ils sont solubles dans les solvants apolaires grâce uniquement à des interactions dites de Van der Waals. Partie 2. Quels types d'interactions sont mises en jeu lors de l'utilisation d'un savon? Il faut proposer une explication quant au caractère hydrophile d'un ion carboxylate. Alors, l'ion carboxylate qui est présent dans les savons, d'après l'énoncé, il est constitué d'une longue chaîne carbonée et d'un groupe CO2-. La partie plus précisément carboxylate, c'est justement l'ion CO2-. Cet ion carboxylate est chargé négativement, il sera donc très soluble dans l'eau, qui est une molécule polaire. On pourra d'ailleurs l'expliquer grâce à des interactions électrostatiques. Donc, si cette partie-là est très soluble dans l'eau, on dit que cette partie-là est hydrophile, elle aime l'eau. Deuxième question, élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental qui permet d'étudier l'action de l'eau salée ou d'une eau dure sur les propriétés lavantes d'une solution de savon. Donc, dans ce cas, on va préparer 3 tubes à essai qui vont contenir respectivement le même volume, soit d'eau distillée, qui sera nos tubes témoins, soit une solution de chlorure de sodium qui correspondra à de l'eau salée, soit une solution de chlorure de calcium, donc une solution qui contient des ions calcium et qui correspondra à une eau dure. Éventuellement, on peut remplacer cette solution par une solution de chlorure de magnésium parce que les ions magnésium caractérisent aussi une eau dure. Pour travailler dans les mêmes conditions, il faudra verser le même volume de solution de savon dans chaque tube, boucher le tube, puis agiter. Avec la solution d'eau salée ou avec la solution d'eau dure, la mousse est bien moins importante que dans le cas de notre solution témoin, et aussi il y a formation d'un précipité blanc. Alors, moins de mousse, qu'est-ce que ça va forcément vouloir dire? C'est que les propriétés lavantes du savon sont moins efficaces avec une eau salée ou avec une eau dure. De plus, avec la formation d'un précipité blanc, ce sont les ions carboxylates qui précipitent en présence des ions calcium Ca2+, et Mg2+. Si les ions carboxylates précipitent, ils ne vont plus être disponibles, et s'ils ne sont plus disponibles, on va perdre le caractère hydrophile du savon. Il sera donc moins efficace. Pour la question suivante, on va s'intéresser à la formation de micelles. Donc, premier cas, les salissures de nature organique. Celles-ci, les salissures de nature organique correspondent souvent à des taches d'huile ou de graisse et qui sont constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène. Carbone et hydrogène, pas de différence d'électronégativité entre ces deux atomes, donc les salissures de nature organique sont plutôt constituées de molécules apolaires, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'affinité avec les solvants polaires, donc qui n'ont pas de caractère hydrophile. Donc, au niveau du savon, ça va être au niveau des ions carboxylates que tout va se faire. Donc, les queues hydrophobes, qui sont donc
apolaires vont être attirés par les salissures de nature organique et là, ça va former des micelles. Donc tout se passe au niveau de la longue chaîne carbonée constituant les ions carboxylates du savon. Ça sera donc le schéma B qui correspondra à la micelle qui est juste dans le cas des salissures de nature organique. Inversement, si on prend des salissures de nature minérale, eh bien elles ont plutôt un caractère hydrophile et là ce sont des micelles du schéma A qui correspondront. En fait, ce sont les têtes hydrophiles des ions carboxylates qui vont entourer la salissure de nature minérale. Il faut préciser maintenant les types d'interactions que les ions carboxylates mettent en jeu. Alors, on prend par exemple le cas d'une salissure organique pour le schéma. Donc, on a les ions carboxylates qui sont au sein de la solution aqueuse. La tête qui est polaire et donc hydrophile va établir des interactions électrostatiques avec les molécules d'eau qui sont aussi des molécules polaires. La queue qui est hydrophobe et donc qui est apolaire, eh bien elle par contre va établir des interactions de type Van der Waals avec les taches de graisse. Donc par l'intermédiaire de ces interactions de Van der Waals, eh bien la formation de micelles va permettre de retirer les taches de graisse qui sont sur la peau ou dans le cas d'une lessive qui sont sur le textile, et grâce aux têtes polaires, eh bien ces micelles vont être dispersées au sein de la solution aqueuse. Voilà pour l'activité sur la dissolution de solides dans des solvants.